go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 48e épisode du Faceful Podcast après une énième victoire, une très belle victoire contre les Giants avant de préparer notre premier choc de la saison contre les Cowboys. Pour m'accompagner, pour en parler, Gonzague et Olivier. Salut les gars. Salut. Salut à tous. On va commencer évidemment par le match de dimanche, victoire 35-16 contre les Cardinals, une première mi-temps, des débuts compliqués, puis finalement dès qu'on a commencé à accélérer, ça a déroulé, notamment grâce à un très bon Brock Purdy et un très bon Christian McCaffrey. Gonzague, t'as pensé quoi dans l'ensemble de ce match des Niners ? Écoutez, déjà pour commencer, quand je demande à ce qu'on surutilise pas McCaffrey pour ce match-là, Shannon ne m'a pas écouté et bravo à lui parce que McCaffrey nous a sorti le match du siècle. Mais oui, écoute, très content du résultat, sur le fond comme sur la forme. Pas mal de jeux diversifiés avec de la course, quelques appels de jeu longs parfaitement mis en place. Il y avait de la diversité en attaque, c'était beau à voir. Parfois quelques positions un peu plus attentistes en défense, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais de manière c'est juste pour pinailler, de manière générale, je suis très content du résultat, où j'ai vraiment trouvé les 49ers fluides, parfaitement en confiance et sans aucun déchet dans le jeu en fait. Ce que j'attendrais d'eux en play-off, donc voilà, c'est un très bon point. Olivier ? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gonzague. On va dire que sur le match que nous avons fait dimanche soir, c'était très agréable. Le point sur lequel je suis totalement d'accord avec Gonzague, c'est le côté fluide. On sent que c'est tout en maîtrise. C'est comme si vous aviez un bolide et qui force pas et que tour par tour, ça accélère. Et en face, ça peut pas suivre la distance, ça tient pas la cadence et toi, tu joues facile. Et oui, on a trouvé. C'est vrai que CMC était exceptionnel. Bon, on reviendra sur le fait du pourquoi, du comment il a eu beaucoup le ballon. Mais j'ai trouvé particulièrement très très bon Brock Purdy et je trouve qu'il a une connexion 100% naturelle avec Brandon Ayuk. C'était une clinique. Les blocs de Kittle étaient fabuleux. Le Juice a été à son niveau. Offensivement, c'est biscuit. Franchement, c'est biscuit. Et défensivement, je me ferai plaisir tout à l'heure de parler parce que il y a quelques gens qui attendent avec impatience que je parle. Donc, je parlerai tout à l'heure de qui vous savez. De qui vous savez exactement. Ouais, moi de toute façon, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je suis d'accord avec vous. Dès que ça commence à accélérer, en fait, ça avançait tout seul. Évidemment, encore une fois, du grand McCaffrey. Je vais juste redire ces stats avant qu'on en parle un petit peu plus précisément. Je pense qu'on en parlera dans une petite section un peu plus tard, mais Christian McCaffrey, 20 courses, 106 yards, 3 touchdowns et 7 réceptions, 71 yards, 1 touchdown, donc 4 touchdowns au total, son record en carrière. Voilà, c'était vraiment très très bien. Quelques points un peu moins forts en défense, mais dans l'ensemble, c'était quand même assez maîtrisé. Et j'ai envie d'enchaîner avant de passer au top et au flop sur une question. C'est Louis qui nous faisait remarquer ça sur notre conversation commune. Est-ce que ça y est, il faut pas se dire que malgré le haut niveau de notre défense, c'est l'attaque notre meilleure escouade ? En fait, non, je n'irai pas jusque-là. Alors, c'est vrai que notre attaque est impressionnante. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la franchise qu'on est à 4 matchs consécutifs à plus de 30 points. J'avais vu passer cette stat-là, donc évidemment, on serait tenté de le penser. Là où j'irai pas jusque-là, c'est que je pense qu'on est beaucoup plus dépendant en attaque de nos playmakers qu'on ne l'est en défense. Si demain on a des playmakers qui se blessent en attaque et en défense, je pense que l'attaque risque davantage d'en pâtir que la défense. Donc, même si notre attaque est absolument exceptionnelle et qu'on est en train de comparer le saumon et le caviar, je mettrais encore notre défense un poil au-dessus, même si c'est peut-être pas ce qui va ressortir de ce match-là. Voilà, mais je mets quand même notre défense au-dessus. Ouais, ben écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, en attaque, c'est choisis ton poison. En défense, viser le cornerback numéro 2. La différence, elle est quand même là. Je veux dire, offensivement, à l'heure actuelle, c'est simplement monstrueux. Et je répète encore qu'il y a un joueur qui, pour l'instant, fait son préchauffage. C'est numéro 85. Pour l'instant, il bloque. Quand il va se lancer dans ses grandes chevauchées en enfonçant 3 ou 4 mecs, ça va être encore pire.
Donc offensivement, tu disais qu'on serait plus embêté s'il manquait des playmakers, mais on a joué avec Djibo qui était juste sur le terrain ce dimanche soir. Jennings qui n'était pas là et les Jean-Michel qui n'étaient pas là et on marque encore 30 points. Donc moi je trouve qu'offensivement c'est monstrueux alors que défensivement et tu sais pas qui cibler alors que défensivement maintenant on sait, tout le monde sait ce qu'il faut faire, il faut viser celui dont je parlerai plus tard. Bah, avant d'en parler, du coup, on va quand même passer sur la note positive. Olivier, du coup, enchaîne, hein, c'est qui ton point fort du match? C'est la paire Brandon Ayuk Brock Purdy. Pour moi, c'est ce duo-là, pour la simple et bonne raison que Brandon Ayuk, il est en train de s'imposer comme un top receveur NFL. Il est en train de poser ses jalons pour être top 10, top 5 NFL s'il continue comme ça. Et il n'a rien envie à qui que ce soit. Je me rappelle que l'année dernière, sur une émission, j'avais dit que moi, je ne voyais pas grand monde meilleur que lui. Et il confirme tout le bien que je pensais de lui. Et c'est les tracés profonds. À un moment, j'ai souvenir d'une action où Purdy fait 7 pas de recul, il arme le bras, il lance une espèce de scud, et le ballon, il est un petit peu sur la droite, il change d'appui, paf, il change d'appui, il récupère le ballon, merci, au revoir. C'est vrai que Purdy a été absolument énorme, cette passe-là n'était pas très belle, et la réception, elle est 100% pour Ayuk, je suis d'accord avec toi. Voilà, non mais je veux dire, j'ai trouvé qu'Ayuk qui dégage une sérénité, et il est sûr de sa force, il est sûr de son jeu, et quand on va jouer un félin comme ça, c'est waouh, c'est exceptionnel. Et le petit Purdy, je fais partie de ceux qui sont exigeants avec lui. Alors des fois on dit que je l'aime pas, c'est pas du tout ça. On était il y a 2 matchs sur ses passes en profondeur qui étaient lamentables. Et ben, cette semaine il lui a fait faire un skill de passe en profondeur. Et ça a été exceptionnel. Je crois qu'il a raté qu'une passe dans le match, c'est ça? 20 sur 21, exactement. Ouais, de tête, il a raté. Ouais, absolument. Il fait 20 sur 21. Il a raté 20 sur 21. Passe. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, il est 2e année, il n'a jamais perdu un match de saison régulière. Le seul match qu'il ait perdu, c'est quand on lui a arraché le bras, et il va prouver toutes les semaines. Je trouve qu'il n'a pas la lumière qu'il mérite, et c'est pour ça que je suis franchement impressionné par ce duo, et je trouve qu'il dégage une sérénité. L'année dernière, il avait un côté un peu foufou, ça partait un peu dans tous les sens. Là, cette année, il est en maîtrise complète. On dirait qu'il est, il joue comme un mec qui aurait 30 balais, quoi. Alors qu'il est il a pas fini 17 matchs de saison régulière, donc c'est même pas une saison complète. C'est hallucinant de maturité. Après, je pense qu'il n'a pas la lumière qu'il mérite, justement, par le point que tu abordais un petit peu plus tôt, qui est choisis ton poison. Exactement. Il jouerait comme ça dans une équipe décimée, ça serait vraiment beaucoup plus fort que ce que c'est déjà aujourd'hui. C'est quand même déjà pas mal. Mais c'est vrai que là, il y a toujours l'excuse de se dire ouais, mais il a McCaffrey, ouais, mais il a Kittle, ouais, mais il a Debo, Ayuk, etc., etc. Mais je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que même avec de telles armes, tout le monde ne performe pas à ce niveau-là. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, je vais dire. Je sais que Gonzague a cet amour pour Garoppolo, mais Brock Purdy joue à un niveau beaucoup plus élevé aujourd'hui que ce que n'a fait Garoppolo, notamment la saison dernière et les saisons précédentes. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Hein. Ah, mais je confirme, hein, j'ai beau adorer Garoppolo. Non, je sais, mais c'était juste pour le placer, hein, c'est tout. Ouais. Non, mais surtout en plus, alors je sais que les stats ça veut tout et rien dire et que c'est pas toujours révélateur de vérité, mais si on se base uniquement sur les stats, Brock Purdy est aujourd'hui le meilleur quarterback NFL. Là, je lance vraiment le titre putaclic, mais objectivement, aujourd'hui, en rating, en passe complétée, je crois de mémoire, il est, et sur d'autres stats que j'oublie là comme ça à l'instant T, mais il est premier de la ligue. Donc se pose la question sur le côté purement statistique si Brock Purdy n'est pas le meilleur quarterback de la ligue, purement et simplement. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais statistiquement pur, oui, ton point s'entend. Après, on n'y est quand même pas encore, et je pense qu'on n'y sera sûrement jamais. Et on s'en fout en fait, parce que c'est pas forcément ce dont on a besoin. Quand on a une armada comme ça, on n'a pas besoin de Patrick Mahomes. Voilà. Patrick Mahomes brille parce que c'est Patrick Mahomes avec 3 bouts de bois et un Mars. Nous, on a les Avengers, donc on a besoin déjà d'un moyen, ça suffisait, et on a un très bon. Ah, totalement. Et puis vraiment, il faut donner du crédit à Purdy. Tu as raison, attention, ça fait plaisir. Hein. Je suis volontairement putaclic en disant ça, mais je me base uniquement sur les stats. Quand on lit les stats, c'est le cas.
même si évidemment la vérité est un peu tout autre. Écoutez, moi, mon top, je m'attendais à ce que Olivier parle d'une personne en particulier. Il a décidé d'en prendre 2 autres, donc je vais me garder cette personne pour moi, du coup. Que dire de Christian McCaffrey, donc qui a été évidemment exceptionnel à la course, à la passe, partout. 4 touchdowns, 3 à la course, 1 à la passe, sachant que le record NFL c'est 6. Donc on s'est même posé la question pendant le match, est-ce qu'il ne va pas atteindre ce record à ce rythme-là? Il était à 3 au milieu du deuxième Exactement. quart-temps. Et puis il y a quand même ce deuxième touchdown où Kevin me reproche suffisamment de ne pas aimer le football champagne, mais ce petit saut de cabri où il passe au-dessus du défenseur avant de terminer sa course, c'est ce pourquoi on aime la NFL en fait. Ça c'est typiquement ce genre d'action pour laquelle on aime la NFL, c'est superbe. C'est un serpent, il tourne au milieu des défenseurs. Et puis moi qui aime, entre guillemets, les jeux de course, et ce que j'adore chez McCaffrey, c'est cette vision, cette patience qu'il a de percer la ligne, le premier rideau, au moment toujours opportun. Et ça, c'est vraiment super à voir quand on aime le jeu de course en particulier. C'est un ovni. C'est un ovni. Alors, beaucoup comme moi pensaient depuis toujours qu'il était fait pour notre système et qu'on était heureux de le voir arriver chez nous, mais personne ne s'imaginait à un tel niveau. C'est exceptionnel. Donc, profitons-en. Profitons d'avoir un tel élément chez nous parce que on n'en aura pas tout le temps. Et dans 4 à 5 ans, des choix seront à faire par rapport à certains joueurs. Et voilà, donc profitons-en. Profitons-en on va profiter de maintenant, on va pas commencer à parler dans 4 ou 5 ans. Oui, là, on parle de la NFL, on sait même pas ce qu'il y a dans un mois. Voilà, profitons-en pleinement. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné sur ce match-là, c'est que je pense, malgré déjà tous les matchs extraordinaires qu'il a déjà fait, je pense que c'est le match où il m'a le plus impressionné. Parce que il y a le côté évidemment course où il a fait des gains extraordinaires, et il y a le côté également réception, et il y a le côté impact. On a toujours connu le joueur très, comme ils disent aux États-Unis, elusive back, c'est-à-dire très rapide, très vif, très dans l'évitement, mais il est capable de rentrer dans des gars et les éclater, quoi. Et moi, je trouve ça absolument fascinant qu'un mec, entre guillemets, avec ce petit gabarit, soit capable de coucher des mecs beaucoup plus costauds. Et une autre chose qui m'a beaucoup impressionné sur ce match-là, notamment sur le jeu, sur le deuxième touchdown, c'est qu'on a l'impression qu'il a, comme tu l'as dit, Gonzague, cette vision où on a l'impression qu'il sait déjà ce que le défenseur va faire avant que le défenseur lui-même ne sache ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il est déjà en train d'éviter un mec qui n'a pas entamé le mouvement de son plaquage. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant. C'est vrai. C'est marrant parce que le terme qui pour moi l'impressionne le plus chez McCaffrey, tu ne l'as pas cité. Moi, ce que je trouve incroyable chez lui, c'est cette répétition de l'effort. Entre cette accélération après avoir évité un premier impact, cette capacité à enchaîner les snaps comme il le fait. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus chez lui. C'est cette capacité à répéter l'effort de manière constante. Je ne sais pas si les gens visualisent ce que ça demande au niveau énergie, au niveau concentration. C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel de voir ça. C'est ça, tu vois pas mal de mecs en NFL, des gros superstars, etc., qui vont, notamment des receveurs qui vont faire des grosses réceptions. Je parle notamment de Tyreek Hill, c'est un exemple que j'ai pas mal vu, où il va faire des très grosses réceptions parce que c'est son jeu, et il va aller sur la touche pour souffler un coup sur l'action d'après. McCaffrey, il va faire une course de 30 yards, sur le jeu d'après, il va faire une course de 1 yard où il va se manger 8 linemen dans la gueule, ce qui fait mal, et sur l'action d'après, il va s'aligner en receveur et il va faire une réception de 15. Et il n'a pas foutu le pied dehors de 3 actions consécutives où il est impliqué. Je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement impressionnant. Ouais, c'est un cyborg, c'est pas un être humain, cette personne. Moi, mon top, du coup, donc je suis content que vous ayez parlé de ces deux-là, parce que moi, je suis content de parler aussi un peu des mecs moins évidents. Et c'est pas des gars moins évidents de l'équipe, ça reste quand même des superstars. Il y a 2 mecs que j'ai vus, et je vais aller de l'autre côté du ballon défensivement avec la bave aux lèvres tout le match. Notre duo de linebacker. Ils avaient une dalle monstrueuse dans ce match. Dès le début du match, Dre Greenlaw, il est rentré dans le lard de tout le monde. Il en avait rien à foutre. Fred Warner nous a fait du Fred Warner dans le texte. On s'en étonne même plus et on s'en ravit toujours. Toujours présent là où il faut. Le sens du placement, le sens du leadership. Voilà, notre duo de linebacker est absolument fantastique. J'avais l'impression de revoir, encore une fois, je me répète, mais du Navarro Bowman, Patrick Willis des grandes années. Sans le côté... en fait... un peu inversé dans le sens où le côté bestial de Patrick Willis est utilisé par le joueur le moins fort des deux qui est Dre Greenlaw, mais c'est une espèce de complémentarité
qui est absolument parfaite. Et voilà, je suis toujours aussi amoureux de Fred Warner. Dre Greenlow est toujours aussi bête et ça fait toujours aussi du bien de le voir éclater des gens. Il se complète parfaitement et c'est un kiff à voir. On a la meilleure défense de NFL et surtout on a le meilleur duo de linebacker de NFL. La défense, on peut la discuter par rapport à d'autres équipes. Le duo de linebacker, c'est absolument indiscutable. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. J'ai trouvé que Dédé nous a fait un putain de match. Je l'ai trouvé violent, mais violent dans le bon sens du terme. Il met les mains sur les gars, il s'arrête juste au bon moment, mais pas. Il n'y a pas eu, c'est ça. Il n'y a pas eu cette action qu'on a. On n'a pas eu cette action. Tu as l'impression qu'il va le crever, puis d'un coup, il le lâche. C'est ça, on n'a pas eu cette action DD qu'on a souvent, l'action DD où il va prendre un flag débile parce qu'il met un coup à un gars qui est déjà sorti en touche. Là, on l'a pas eu. Là, il était très propre. Ouais, et puis quand il est comme ça, quand il est à ce niveau-là d'intensité, c'est un joueur. Voilà, je trouve qu'il a dans son style, il a une classe folle. C'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'il fait, parce qu'il faut avoir envie d'y aller. Hein. Et lui, il va au Mexique, et comme tu disais pour McCaffrey, quand il s'est fait la cheville, il est sorti. Je dis bon, on va rejouer un peu G. Winters ou Renbergs. Voilà, une action après, il a dit attends, je reviens. Il est reconnu dans un mec. Et là, je dis ouais, ça va, Dédé, il est en forme. Gros match de Dédé, franchement. Mais pour rebondir, pour ceux qui aiment les films d'action des années 80, pour moi, c'est Tango et Cash. J'allais le dire. C'est Tango et Cash, les deux, ils sont superbes. C'est lui qui est froid presque avant l'action, même si évidemment derrière il fait son rugissement, mais qui est très méthodique, très technique. Et l'autre qui est un bourrin, c'est juste un bourrin. Donc non, c'est super à voir et j'adore ta comparaison, Elliot, sur le côté Patrick Wilkes-Bowman avec le côté inversé, parce que c'est très vrai ce que tu racontes. Avec les fautes en moins quand même côté Willis. Oui, non, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'aimerais juste rajouter un petit top. Un petit, ça c'est pour moi. Allez, c'est pour moi, c'est pour vous, chers auditeurs, c'est pour Elliot même en particulier. Oui, Jordan Mason est également un receveur, mesdames, messieurs. Oui, il fait une réception à 13 yards. Oui, mesdames, messieurs, Jordan Mason sait faire des réceptions. Il est un couteau suisse. Nous devrions l'utiliser davantage. Et elle n'est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile, exactement. Voilà, nous devrions utiliser Jordan Mason sur le modèle de Deebo Samuel et de McCaffrey. Nous avons tout à y gagner. Sur ce, je vous laisse la parole. Alors, sur le modèle de McCaffrey et Deebo, c'est pas vraiment le profil. Il faut le tenter. Moi, tu sais très bien que je suis d'accord et je sais qu'Olivier, il est d'accord. Plus on voit de Jordan Mason, plus on est content. Moi, très content de le voir. J'aurais aimé le voir un petit peu plus, notamment en fin de match. Quand le jeu était fait, j'aurais bien aimé le voir un peu plus en jeu de pure course, parce qu'au final, il termine le match qu'avec 3 courses. J'aurais bien aimé en voir un petit peu plus, mais c'est du préchauffage encore. Ouais. Et moi, un dernier petit point quand même, je peux pas passer à côté du match exceptionnel de George Kittle en bloc. Il faut quand même qu'on se rende compte que si McCaffrey il a des boulevards, parce que des fois Kittle il attrape pas un mais 2 joueurs en même temps, il les fait reculer les deux, et donc c'est qu'il y a la mer rouge qui s'ouvre de temps en temps parce que Kittle et puis il s'éclate. Et puis il y en a un qui se tape Taylor Swift, je sais pas ce que j'ai compris, là, j'ai rien compris, et l'autre il va avoir du catch. Et l'autre il va avoir du catch. Moi je suis désolé. Magnifique d'ailleurs, je sais pas si tu as vu Olivier, magnifique punchline du commentateur de la WWE. Quand George Kittle est apparu dans les tribunes, du coup ils l'ont présenté évidemment parce que c'est une star et puis parce qu'il avait fait une apparition sur WrestleMania, et le commentateur il disait George Kittle, membre des San Francisco 49ers, 4-0 au bilan, et voilà un tight end qui n'a pas besoin de sortir avec Taylor Swift pour faire la une. Voilà, non mais très bien. Voilà, non, c'est fait un petit coucou à Kittle parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui l'ont en fantasy, coucou à la team qui joue, il fait c'est pas bien de l'avoir en fantasy par contre. Moi je l'ai en fantasy. Il fait pas de stats, mais putain, mais si et c'est pour ça que c'est pas que la fantasy qui compte. Regardez vraiment ce qu'il fait sur le terrain. Regardez l'intensité qu'il met. C'est un bonheur à voir le plaisir qu'il prend à ouvrir des brèches pour les copains. Bon, je vais t'enlever ton sourire de ton visage. On va passer au point faible, au flop de ce match-là. Olivier, t'as l'air lancé. Mesdames, messieurs, la mâchoire est serrée. Le numéro 20, le plus gros débile de l'effectif. Ambry, je fais une action dans le match, je fais le brancheur et je me prends 3 gros joueurs dans la tronche, Thomas. Voilà, quand il est sur le terrain, on joue à 10. Voilà, il est nul. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, il est nul. Il fait une action correcte. Il se permet d'aller brancher l'équipe adverse. Et ce qu'ils ont fait, les mecs se disent ah ouais, on joue sur toi.
il a picoré sur la première, il a picoré sur la deuxième, on a pris un touchdown. Il est nul. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. Il est nul. Et je veux dire, même au niveau de la mentalité, c'est nul. C'est pas bon. Ça ne sert à rien, mais au moins tais-toi quand tu es sur le terrain. Je veux dire, cette action, ce drive-là, j'ai trouvé ça exécrable de sa part à tous les niveaux. D'ailleurs, après, il a quasiment plus joué. On l'a fait rentrer dans le garbage time. Et c'est à ce moment-là que les Cards ont recommencé à avancer. D'ailleurs, j'ai marqué sur notre page Facebook, c'est pas du jeu, ils attaquent du côté d'Ambry Thomas. Mais voilà, je dis, il faut trouver une solution à ce problème-là, quoi. Pour moi, c'est vraiment mesdames et messieurs, Ambry Thomas, c'est la preuve avec l'équipe entière des Steelers et avec Brian Thompson Robinson que la pré-saison, ça compte pas. Absolument. Ambry Thomas, c'est 22 snaps sur 60. Hein. Donc, ce qui est extraordinaire chez ce mec, c'est que même lorsqu'il joue peu, il trouve quand même le moyen de se montrer sur le terrain de manière négative. Non, moi, le truc le plus extraordinaire, c'est pas tant qu'il soit montré de manière négative. On savait, le problème, c'est que ce mec-là, il jouait un tiers des snaps. Ouais. Ah ouais, mais c'est que. De toute façon, on a longuement parlé, et on en reparlera, je pense, dans cette question du cornerback numéro 2. Mais c'est vrai que 22 snaps d'Ambry Thomas, c'est déjà 22 snaps de trop. On est tous d'accord, je pense, sur ce podcast, et même parmi ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y a une certaine unanimité sur la question. Gonzague, t'as un flop ? Ouais. J'ai un flop. Alors, j'avais un peu le même qu'Olivier parce que accorder 68% de passes complétées à Josh Jobs, j'ai trouvé que la secondary de manière générale était un peu en deçà. J'ai trouvé que même Charvarius Ward, par rapport à ses standards, était capable de faire mieux. Donc, clairement, oui, le cornerback numéro 2 est également un sujet. Donc, c'était mon principal flop. Alors, je ne vais pas reprendre celui d'Olivier, je vais essayer de varier un petit peu. Moi, on va dire que je m'acharne, mais je m'interroge encore une fois sur Deebo Samuel. Était-il blessé? Était-il pas blessé? Il ne s'est pas entraîné de la semaine. Bref, il était actif, officiellement actif. À l'arrivée, il était, sauf erreur de ma part, à 0 réception. Il est à 3 courses pour 6 yards. J'ai envie de dire, dans ce cas-là, s'il est blessé, on fait jouer quelqu'un d'autre. En fait, j'ai pas très bien compris au niveau de la gestion du personnel, au niveau de la gestion de l'effectif, pourquoi est-ce qu'on l'a activé en fait. J'ai eu du mal à comprendre en fait. J'avais envie d'être électrisé, j'avais donc envie de voir Deebo sur au moins quelques snaps, et c'est peut-être le seul truc sur lequel j'étais un peu sur ma faim, quoi. On m'aurait dit qu'il est blessé, qu'il n'aurait pas joué le match, ça aurait été pareil en fait finalement. Je suis d'accord avec toi. Un petit peu sur ma faim concernant ça. Je suis d'accord avec toi, pas contre Deebo évidemment, parce que c'est pas de sa faute s'il est un peu blessé, mais justement, je suis d'accord avec toi sur le fait que si tu comptes pas le faire jouer vraiment, fais-le pas jouer. Sur une équipe comme les Cardinals, on n'en avait pas besoin. Évidemment, Olivier en a parlé, Brandon Ayuk a été absolument génial. On a du Kittle, on a du Juszczyk, on a du McCaffrey. Ronnie Bell a encore fait une belle réception également. Moi, pour revenir sur un mini-top, mais j'étais très impressionné par la globalité du match de Willis Snead. Sur les petits moments où il est passé, j'ai trouvé ça intéressant. On a du monde. Donc je suis d'accord avec toi, en fait, Deebo, soit tu l'utilises à fond, soit tu l'utilises pas. Et contre les Cardinals, on n'avait pas besoin de l'utiliser. Moi, je suis pas totalement d'accord avec vous, les copains. Pour la simple et bonne raison que en mettant Deebo dans le champ arrière comme il était positionné, ça a laissé la place à de l'incertitude. Et je pense qu'il a joué là-dessus sans véritablement le faire jouer. En plus, comme le plan de jeu s'est déroulé parfaitement avec CMC qui marchait sur tout le monde, le laisser sur le terrain et vraiment l'utiliser. Il a 3 courses et les ballons en profondeur, il n'y avait pas besoin. On avait Ayuk qui marchait sur l'eau aussi. Je pense que le garder sur le terrain en mode on peut l'utiliser si besoin est et lui permettre de faire entre guillemets un entraînement global, c'est pas une mauvaise idée. Et comme ça a fonctionné, moi ça me dérange pas. Oui, mais attention à la frustration quand même, Olivier. L'attaque sur ce match-là, c'est 54 snaps, d'accord? Deebo Samuel a été aligné sur 48 des 54 snaps. As-tu déjà vu un joueur être autant aligné sur le terrain et ne pas être visé à l'arrivée? Je ne dis pas que c'est stratégiquement intelligent ou idiot, mais c'est aussi des hommes, c'est des sportifs de haut niveau. On sait que parfois, il y a de l'ego très mal placé. Je pense que Deebo Samuel est un spécialiste également de la question de l'ego mal placé. Attention aussi à ne pas créer aussi de la frustration.
Tu vois, c'est une gestion aussi des personnes. Surtout une j'ai pas envie semaine qu'il me après. saute en vol. C'est ça, et surtout une semaine après un match extraordinaire, sans Ayuk, et là, un retour d'Ayuk. Ouais, mais est-ce que comme il s'est pas entraîné dès la semaine, est-ce que ça n'a pas joué là-dessus et que c'était Mais pas en dans fait, le, Il est c'était en sur pas fait, dans 40. le plan? dans l'idée, si tu veux, comme tu l'as dit, l'utiliser sur l'incertitude sur certains jeux, je suis pas contre. Mais là, 48 sur 54 snaps, c'est tout, en fait. Il a fait tous les snaps à part 6, mais il a fait tous les snaps, quoi. Donc Ouais, quasiment. il était là, et c'est pas jouable, même sur un match. Bon, sur un match, allez, on va s'en passer. Mais il faudra pas que ça se répète la semaine prochaine, parce que c'est pas jouable sur 2 matchs, avoir un joueur comme Debo et l'utiliser que en l'heure. Non, bien entendu, mais c'était pas pour le faire de façon de façon continuelle. Mais là, sur ce match-là, il était certainement pas à 100% et l'utiliser en l'heure comme il a été utilisé. Je pense que ça a dû être mis d'accord. Et après, tu dis Gonzague, la notion d'ego, je veux bien. Maintenant, tu es dans une équipe qui est à 4-0, tu as un salaire qui est plus que conséquent. Si tu n'es pas content, ton salaire qui est conséquent, tu vas le prendre ailleurs et Ronnie Bell va prendre ta place. Hein. Je veux dire, il faut quand même pas se tromper. Maintenant, San Francisco, à l'heure actuelle, c'est l'équipe qui est en position de force et ce ne sont plus les gros joueurs. Oui, non, mais je peux pas te donner tort sur ce que tu dis. Voilà, après, moi, tu me connais, hein, moi, je suis toujours un peu quelqu'un, un peu dans la proactivité. Et aujourd'hui, on a un receveur numéro 1 qui est Brandon Ayuk, qui pour moi est clairement un receveur numéro 1, qui était sur un salaire rookie. Deebo Samuel a son très gros contrat. On sait que la gestion des contrats va être très compliquée chez les 49ers. Après, Deebo Samuel doit commencer déjà aussi à se poser la question de aujourd'hui, je profite pleinement de San Francisco et San Francisco profite pleinement de mes talents, mais combien de temps ça va durer? Tu vois, encore une fois, attention à cette question d'ego. J'ai pas envie qu'il me saute en vol en playoff, tu vois. Donc, voilà, c'est important. Voilà, j'ai du mal à comprendre en fait l'utilisation de Deebo Samuel sur ce match-là, de manière générale. Il n'était pas visé d'ailleurs, parce que c'est même pas le fait qu'il ait raté, s'il est à 0 réception, c'est parce qu'il a raté des passes, c'est parce qu'il n'a pas été visé. Oui, parce que Et- Brock Purdy ne rate qu'une seule passe, et c'était une target sur Christian McCaffrey. Exactement. Donc il n'était pas visé. C'est voilà, c'est ça que je dis. C'est faut être aussi prudent par rapport à ça. C'est important pour la suite. Bon, on chipote, hein, bien entendu, cher auditeur, mais je pense que c'est quand même important de le mettre en lumière. Bah moi j'ai pas vraiment de flop, hein. Je pense qu'on a tout dit. En vrai, on va pas non plus essayer de chercher la petite bête. Je voulais juste signaler un truc qui est pas du tout un flop, qui est plutôt un top. J'ai l'impression qu'on a trouvé. Alors c'est le poste pas forcément le plus utile d'une équipe, mais les équipes spéciales c'est quand même important. Je pense qu'on a peut-être trouvé notre gunner. Après Tress Wheeling qui a éclaté un receveur avant qu'il attrape le ballon, après Shemar Jean-Charles qui a éclaté un receveur avant qu'il attrape le ballon, désormais on a Kendall Sheffield qui n'a pas éclaté un receveur avant d'attraper le ballon et qui a même permis d'avoir une position de départ horrible que les Cardinals ont transformé en touchdown, mais la position de départ était très bien prise par notre équipe spéciale et notamment grâce à Kendall Sheffield. Ah bah en plus l'action elle est géniale parce qu'on a vraiment l'impression que il a fini son action avant même de relâcher le ballon, il se laisse tomber comme si tu tombais dans une piscine quoi. C'est non, l'action était très sympa. Et autre À chose, regarder. Kendall Sheffield a joué quelques snaps en fin de match en tant que cornerback pur et il y a eu une tentative de passe sur lui, il a complètement bloqué. Donc en plus, il est peut-être meilleur qu'Ambry Thomas. C'est sûr que c'est pas difficile ça. Ouais, ça, Mais c'est non, vrai. sur les équipes spéciales, oui, les équipes spéciales, je trouve qu'on se pose plus de questions par rapport à notre punter. Et je trouve qu'en plus, on arrive très souvent à mettre les mecs dans des situations compliquées parce que même sur leurs 3 ou 4 yards, ils sont obligés d'assurer les fair catch parce que on a toujours des mecs qui arrivent à 2000 à l'heure dessus. Franchement, je trouve qu'à l'heure actuelle, à tous les niveaux, l'effectif de San Francisco il est hyper bien balancé. Ouais, on va pas forcément en parler en tant que top cette saison, mais Mitch Wisnowski, c'est devenu un métronome, hein. Franchement, Mm. il est costaud. Oh Clairement. oui. Voilà, j'avais Et juste après, et je l'aime beaucoup parce que j'ai un affect pour tous les joueurs australiens pour des raisons personnelles. Mais moins on le voit sur le match, mieux on se porte, évidemment. Mais dès qu'on le voit, il fait toujours du bon boulot. On est d'accord, oui. Il justifie clairement le fait d'avoir été drafté si haut, 4e tour de mémoire. Et surtout d'avoir reçu une belle prolongation aussi. Exactement, tout à fait. Non, c'est une belle trouvaille et je pense que nous en sommes tous très contents. Moi, j'avais juste peut-être un tout léger flop. J'ai trouvé que notre premier rideau défensif a manqué un poil d'agressivité sur certains jeux, notamment quand Josh Jobs partait à la course. Je je suis trouvais d'accord. qu'ils étaient un petit peu passifs
Et Dobbs, en ne courant pas très vite, en n'étant pas spécialement véloce, arrivait quand même à gagner du catch. J'ai trouvé que ça manquait peut-être un poil d'agressivité sur la première ligne du front seven. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça, je pense que ça va se régler quand Boza ira mieux. Parce que pour l'instant, il est loin d'être le joueur exceptionnel qu'on a eu l'année dernière. Ouais, je suis pas forcément d'accord là sur ce point-là. Justement, quand tu parlais du flop, je pensais que tu pouvais peut-être penser à parler de Nick Bosa. Moi, je suis pas forcément d'accord là-dessus, dans le sens où même s'il n'a pas les stats en sac pur qu'il a pu avoir, il est qu'à un seul sac depuis le début de la saison, je trouve qu'il met quand même une très belle pression, qui libère vachement de mecs, et c'est pour ça qu'on arrive à voir Clelin Ferrell pas trop mal depuis le début de la saison. En partie aussi, bon, après c'est un joueur extraordinaire, mais Javon Hargrave aussi a de la place. Je trouve qu'il y a une grosse attention sur Nick Bosa et qui fait quand même correctement son taf sans malheureusement concrétiser par du sac. Mais je trouve qu'il met une bonne pression. Il est deuxième, je crois, de la ligue en quarterback hit, ce qui est quand même déjà une belle stat, même s'il n'arrive pas à attraper les sacs, il arrive à toucher les mecs et ça compte. Je Ouais, suis Vas-y. Je suis d'accord avec Elliot. Et puis même, moi, je pense que c'est un problème qui est presque structurel défensivement. Vous connaissez ma passion absolument énorme pour les quarterbacks coureurs. La réalité, c'est que la défense de San Francisco, si on devait lui donner un point faible depuis quelques années, c'est qu'on a souvent du mal face aux quarterbacks en mouvement de manière générale parce que on est très souvent sur une couverture zone qui implique notamment le fait parfois d'être un peu plus attentiste. On n'est pas l'équipe la plus blitzeuse, par exemple, de la ligue, de manière générale. Et donc, sur ce genre de jeu où parfois on a le quarterback qui part un peu en avant à la course, il se peut qu'on ait parfois un temps de retard. Et on l'a constaté face aux Cardinals, mais c'est un problème qu'on avait déjà constaté sur certains jeux les années précédentes. Donc je pense que c'est un problème structurel lié aux joueurs dont nous disposons aujourd'hui. Ouais, bah très bien. En tout cas, on va pouvoir passer à une très bonne discussion sur cette belle victoire. Et on va passer dans le vif du sujet à notre preview de notre match contre les Cowboys. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, le Sunday Night Football opposera les 49ers aux Cowboys. Les Cowboys qui viennent de mettre une sale branlée aux Patriots 38-3, la plus grosse défaite de l'histoire de la carrière de Bill Belichick, toute sa carrière confondue. Mais également la même équipe des Cowboys qui avait perdu contre les Cardinals la semaine d'avant. Gonzague, moi je mets les pieds dans le plat directement. Est-ce que c'est notre première vraie confrontation de la saison ? Je pense qu'on va avoir la première vraie confrontation, j'en sais pas, mais mes premiers gros débats en interne sur ce podcast, je pense qu'il va avoir lieu. Parce que moi, je trouve que même si sur le papier, ils ont des résultats très riches, avec notamment cette victoire nette, claire, nette et précise face aux Patriots, cette branlée, appelons un chat qu'ils ont mis aux Giants, paradoxalement, je ne suis pas plus impressionné que ça par ces Cowboys. Dak Prescott, pour moi, reste Dak Prescott, à savoir le quarterback le plus surcoté de la ligue. Je ne trouve pas que cette équipe ait diamétralement changé par rapport aux années précédentes. Ils ont perdu, pour moi, un élément plus majeur de leur effectif en attaque, qui était Dalton Schultz. Même s'ils ont pris un très bon tight end à la draft derrière. Moi, je ne suis pas plus impressionné que ça. Dak Prescott, dès qu'il retrouve une vraie défense en face de lui, généralement, au revoir tout le monde, bonne nuit, et il nous sort un match tout pourri. C'est ce qui va se passer pour moi dans la nuit de dimanche à lundi. Donc voilà, je suis pas plus inquiet que ça sur ce match. Attention, je dis pas qu'on va mettre une correction de Cowboys, c'est pas du tout mon propos. Mais je vois bien un match un peu dans la foulée de ce qu'on a fait, c'est-à-dire un match quelque peu serré pendant 3/4 temps, et on envoie un 14-0 dans le dernier quart, et avec un score suffisamment large pour qu'il n'y ait pas de débat. Olivier ? Écoute, moi, je vais rentrer sur ce que tu disais. Oui, c'est le premier véritable choc de la saison. Déjà parce que c'est une rivalité ancestrale entre eux et nous. On adore se moquer d'eux et ils adorent se moquer de nous. Et qu'en plus, c'est une équipe qui a quand même des éléments qui peuvent vraiment nous poser problème. Ils ont un quarterback qui est capable de lancer un ballon et ils ont des receveurs qui ont du talent. Donc du moment qu'ils ont deux receveurs qui ont du talent, on est sur notre point faible. Ils vont viser le cornerback 2. Donc, ils risquent d'avancer. C'est le premier point. Et deuxième point, leur défense, elle est capable de se sublimer. Il y a quand même des joueurs de très, très grand talent dans cette équipe. Il ne faut pas les prendre par-dessus la jambe. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Gonzague un peu avant l'émission, quand il me dit c'est un peu comme les Giants. Oui. Et un petit peu sur le papier, c'est un tantinet
un tantinet plus fort que les Giants. D'ailleurs, une équipe est à 3-1 et l'autre est à 1-3. Donc voilà, moi je pense que réellement, c'est notre premier vrai test. En plus, on va jouer, si je ne me trompe pas, là-bas, c'est ça? On va à Dallas? Non, c'est à la maison. Ah, bon, ça va, si c'est à San Francisco, ça va. Il n'y a pas le facteur aggravant de jouer là-bas en plus. Donc, mais voilà, je pense que ça va être un match compliqué. Vraiment, on va pouvoir se rendre compte du véritable niveau général de l'équipe. Oui, je suis d'accord avec vous. Sans manquer de respect aux 4 équipes qu'on a jouées précédemment, parce qu'on a affronté des Steelers en perdition, des Giants en grande difficulté, et des Rams et des Cardinals combatifs mais qui manquaient de talent. Là, j'ai l'impression qu'on a notre vrai premier duel. Je tiens pas les Cowboys en très haute estime au niveau de leur jeu. Néanmoins, c'est un adversaire coriace quand même. Je suis pas du tout de ceux, je pense pas qu'on soit ni Gonzague ni Olivier sont de mon avis là-dessus. Je pense qu'ils sont de mon avis plutôt là-dessus. Je suis pas de ceux qui envisagent ne serait-ce qu'une seule seconde que les Cowboys puissent aller loin en playoff. Je suis pas de ceux qui ne leur donnent la moindre chance de remporter le titre. Par contre, je suis de ceux qui quand même arrivent à voir que cette équipe a du talent et peut être extrêmement chiante. Ils peuvent être extrêmement chiants parce qu'ils ont dans leur effectif, notamment défensivement, des poisons. Micah Parsons est un joueur extraordinaire. Stephon Gilmore, il est en train de vivre une seconde jeunesse. DeMarcus Lawrence est un des edge rushers les plus sous-cotés de la ligue. Leighton Van Der Esch est un des linebackers les plus sous-cotés de la ligue. Après, ils ont également Dak Prescott, qui est un des quarterbacks les plus surcotés de la ligue. Donc, en fait, c'est une équipe qui est plein d'opposition et je trouve que en fait, c'est une équipe qui peut être chiante à jouer. Après, si on joue à notre niveau, le niveau qu'on a depuis le début de la saison, normalement, on devrait quand même s'en tirer sans trop de soucis. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme Gonzague. Je vois un match qui peut être serré longtemps, entre guillemets, mais que dès qu'on va mettre le coup d'accélérateur au retour des vestiaires, ils ne sauront pas nous rattraper. Gonzague, on va commencer là-dessus. Ton facteur X de ce match? Pour moi, il y a un facteur X qui me paraît évident. Les Cowboys ont, ces dernières années, été assez bien coachés en défense, clairement. Mais ils ont un problème qu'ils traînent depuis des années. Et qui, même s'ils ont drafté Mazie Smith au premier tour de la draft de cette année, ils restent encore un peu verts et je ne trouve pas qu'ils aient comblé ce souci de manière évidente. Là, pour le coup, et c'est évidemment là où Shanahan va certainement me dire l'inverse, là, pour le coup, j'utiliserai McCaffrey à outrance. Ils ont un gros problème pour moi de défense contre la course depuis des années. Et là, pour le coup, je pense que bien employé, McCaffrey peut s'amuser. Alors évidemment, voilà, comme je disais, Shanahan va certainement prouver l'inverse en faisant déjouer mes pronostics, comme il a l'habitude de faire. Mais voilà, moi en tout cas, je suis assez serein parce que je pense que là où sont les points forts des Cowboys et là où sont leurs points faibles, fait que cette équipe, pour moi, n'est pas formatée pour pouvoir nous battre. Donc, c'est pour ça que je montre cette confiance ce soir, c'est que dès lors qu'on tient l'horloge, on les pilonne à la course, on tente quelques petites passes longues vers leur secondary. Je suis assez serein. Paradoxalement, c'est peut-être là où je ferai un peu moins de West Coast, parce que sur les tracés intermédiaires notamment, où ils ont notamment un corps de linebacker qui est plutôt bon à la passe, contre la passe. Donc, j'irai plutôt sur de la course et quelques passes longues derrière des play action. Et je pense que ça devrait bien passer. Et il y a un point où je suis d'accord avec toi, c'est que tu parlais de Mazie Smith, l'autre defensive tackle titulaire, c'est Osa Odigizua, que je trouve beaucoup plus intéressant sur le pass rush que sur le run support. Tout à fait, complètement d'accord. Olivier, ton facteur X? Sur ce match, ça va être pour moi, on repart sur du basique. Ça va être la capacité de Purdy à supporter la pression que va pouvoir mettre la défense. Comme tu disais, leur defensive tackle, il est bon contre la passe. Je connais pas les noms. Et de Marcus Lawrence, c'est ça dont tu disais De Marcus Lawrence et Micah Parsons sur les edges. Les deux edges, c'est du très très haut niveau par contre de ce côté-là. Donc la capacité que Purdy va avoir à supporter cette pression, surtout s'il se fait un peu saquer, et sachant qu'ils ont que les boys ils vont arriver en beaucoup frapper fort.
Donc, sur tous les impacts, ça va cogner. Donc, je pense que c'est sur ce point-là, si le petit Purdy il arrive à jouer tranquillement, sans être dans un fauteuil, mais en jouant suffisamment serein, il va pouvoir dérouler le jeu. Du moins qu'il va dérouler le jeu, après, je pense que naturellement, on fera la différence. Bah moi, mon facteur X, il va être un peu dans le suivi de ce que tu viens de dire, Olivier. Ça va être la capacité de nos receveurs, que ça soit Debo ou que ça soit Ayuk, à faire la différence sur leur corner. Stephon Gilmore, c'est du très haut niveau. Même à son âge, il reste très fort. Par contre, de l'autre côté, ce sera Daron Bland. Donc, moi, ça va être la capacité à un de ces deux, celui qui sera sur Daron Bland probablement, à faire la différence. On sait que Brandon Ayuk est un maître des tracés. On sait que Debo Samuel est moins un maître des tracés, mais un maître de l'explosivité et de la différence. Donc voilà, moi, ça va être la capacité de nos receveurs de faire la différence parce que, comme tu l'as dit, Olivier, il y a un très bon pass rush. Et Brock Purdy, s'il lance, va devoir lancer assez vite. Et du coup, il va falloir que nos receveurs fassent la différence assez rapidement. Et voilà, donc pour moi, ça peut être le facteur X. Et l'autre facteur X, j'en aurai un autre petit. On en a parlé, Gonzague t'en a parlé, que leur défense contre la course était un peu moins bonne et que leur défense contre la passe était meilleure. Et sur ce match-là, j'attends George Kittle beaucoup plus à la réception qu'au bloc. Je veux du Kittle qui attrape des ballons, je veux du Kittle qui rentre dans du Leighton Van Der Esch. J'aime beaucoup Leighton Van Der Esch, hein. C'est un des rares joueurs que j'aime beaucoup chez les Cowboys, mais je l'aime beaucoup. Et je veux voir ce duel de mecs costauds et je veux du Kittle à la réception. Très content que tu parles parce que c'était un peu aussi un match dans le match pour moi. Kittle Van Der Esch, ça va être une très belle confrontation. Complètement d'accord. Van Der Esch, contrairement à Warner notamment et Greenlaw qui sont des vrais linebackers modernes, etc. Van Der Esch est un middle linebacker à l'ancienne. C'est vraiment le leader centre tout seul. Et je l'aime beaucoup aussi pour ça. Je trouve qu'il me rappelle, c'est du Luke Kuechly en beaucoup moins fort évidemment, mais dans le style. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match-là? Moi, j'avais une petite question à vous poser. J'ai vu passer dans la presse américaine des rumeurs. Enfin, je pense même pas que ce soit des rumeurs. Ça me paraît très logique qu'ils le fassent. Est-ce que vous avez peur du fait que Trey Lance, non pas ne joue, parce qu'il ne va pas jouer, mais ait passé toute la pré-saison dans notre centre et connaisse nos jeux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète un tant soit peu? Non, parce que c'est courant en NFL. C'est vrai qu'il connaît le playbook, il connaît les signaux d'appel. Ça, c'est une évidence. Mais dans ce cas, c'est un problème que l'on voit de manière tout le temps, en fait. Donc, pas plus que ça. Pas plus que ça. Qu'il ait été interrogé pour la préparation de ce match-là sur nos appels de jeu et nos signaux, ça, j'ai envie de te dire, c'est une évidence. Oui, ça c'est normal. C'est normal. Tout le monde aurait fait pareil. C'est une évidence. Après, j'irai pas plus loin que ça. Sinon, on a ce problème dans ce cas-là à chaque match. Donc, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Par contre, si Dak Prescott se blesse et que Trey Lance rentre sur le terrain, je pense qu'on peut avoir un grand moment de télé pour le coup, parce que je pense qu'il sera surmotivé. Ah, tu penses qu'on peut avoir un revenge game? Ah, je sais pas, mais je pense qu'il sera surmotivé de perdre Trey Lance s'il devait avoir des snaps. Et ce serait logique qu'il soit surmotivé en soi. Mais ce sera un bon moment de télé. Et ben on va passer au pronostic. Olivier, quel est ton prono pour ce match? Alors, on va gagner, parce que j'ai pas encore décidé qu'on allait perdre. Donc, on va gagner, mais on va pas marquer 32 points. T'avais déjà décidé qu'on allait perdre contre les Steelers. Arrête de faire le barbeau. Non. J'ai dit c'est match à la com.com. Si c'est match à la com.com. Voilà. Non, je te rappelle que moi, j'ai annoncé 15-2. Oui, mais t'avais annoncé des défaite contre les Steelers dans les pronos au même moment, dans le premier podcast de la saison. C'était le 14-3 si on perdait contre les Steelers. Et du coup, pour ce match-là, donc on va gagner. Et sur quel score? Le score, ça sera 27-24. Ok, du serré. Gonzague? J'hésitais entre 37-20 et 37-23. Non, pardon, 34, pardon, 20 ou 34-23. Allez, je vais être un peu. Je vais manquer de courage, je vais partir sur un 34-23. Moi, j'étais un peu dans les autres Gonzague, j'étais sur un 33-25. 8 points d'écart, je trouve que c'est le genre de truc qui peut se passer. Gonzague, est-ce qu'on a des questions des auditeurs? Bien sûr, ils ont été très actifs et d'ailleurs, on tient à les remercier, surtout quand Bien sûr, on les remercie. D'autant que parmi nos amis, on a certains auditeurs qui sont très récurrents sur la question et donc vraiment, on les remercie vivement. Question de Vincent Trebmal, donc CMC va-t-il tenir à ce rythme toute la saison? On espère. On espère, là, ça y est, j'ai l'impression que la Ligue
dans son ensemble, est en train de comprendre que potentiellement, s'il continue sur ce rythme-là, on peut avoir un non-quarterback MVP. Si ça peut être McCaffrey, tant mieux. Bah, Ouais, exactement. Après, ce que dit Vincent, la question c'est est-ce qu'il va tenir à ce rythme-là? Oui, sur les stats, mais je pense pas qu'il va faire tous les matchs en faisant tous les snaps. Ça va. Là, il y avait la blessure d'Elijah Mitchell, il y avait le fait que Debo était pas en pleine position de ses moyens. Je pense qu'on va plus retrouver ce qui s'est passé le match précédent, où il était employé lui, ainsi que Mitchell, ainsi que Djibo, plus que le match qu'on a fait là contre les Cards. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Et s'il arrive à faire tous les matchs, une 61, 70 yards à la course, une trentaine de yards à la passe, et qu'il marque 1 ou 2 touchdowns, on finira la saison avec un running back MVP. À cela, j'ajoute également que concernant cette personne, je le disais tout à l'heure, c'est pas un être humain, c'est un cyborg. Je tiens juste à rappeler que Christian McCaffrey, ce n'est pas qu'une seule carrière NFL, c'est avant ça une carrière universitaire où à Stanford il était utilisé sur tous les snaps. Il était même utilisé en équipe spéciale. Il joue absolument tous les jeux. Je n'ai plus la stat en tête, le nombre de pourcentage de jeux de Stanford, notamment sur les 2 dernières années, où il a été utilisé ballon à la main. C'était délirant déjà à l'époque. Et pourtant, malgré quelques blessures, pour certaines assez sérieuses en NFL, il a toujours été surutilisé, que ce soit aux Panthers et maintenant 49ers. Et ce mec n'est toujours pas détruit physiquement. Donc je me dis, il y a un truc. Donc j'ai envie de te dire, oui, j'y crois. Parce que, je sais pas, c'est l'élu. C'est l'élu physiquement. Il arrive à tenir et à enchaîner les efforts comme aucun professionnel de n'importe quel sport arrive à faire. C'est impressionnant. Question d'Olivier Boquet. Salut les gars. Salut à toi Olivier. Vu le match face aux Cards et avec la surutilisation de CMC avec 20 courses et 8 réceptions, j'ai peur que Debo, avec seulement 3 courses, commence à faire un peu la gueule. Avez-vous ce sentiment? Eh bien écoute, On a déjà répondu à cette question. Beaucoup Olivier. Puisque en effet, j'avais un peu le même ressenti que toi. Donc voilà. Yodas qui nous remercie pour les podcasts. Mais écoute Yodas, merci beaucoup pour ta fidélité. Et puis merci pour tout, et on rappelle que non seulement on est très content que vous nous écoutiez, mais en plus ça reste aussi un plaisir pour nous de le faire. Exactement. Stéphane avec bonjour, quand est-ce que j'aurai l'honneur d'être invité à participer? Sinon, votre question, quelle est la limite de Purdy s'il y en a une? Alors écoute Stéphane, vas-y. Oui, pour répondre à la première question, on est intéressé de pouvoir accueillir des auditeurs s'ils ont des choses à raconter, s'ils ont envie de venir parler. On voyait plus ça par contre comme quelque chose d'intersaison parce que ce serait beaucoup plus simple à intégrer. Là, c'est vrai que les débriefs de mi-saison, on fait ça un petit peu à la va-vite, un soir, on enregistre ça quand on est dispo. Donc moi personnellement, je trouve que c'est plus compliqué à intégrer comme ça en cours de saison. Par contre, à l'intersaison, avec grand plaisir. Et quelle est la limite de Purdy s'il y en a une? Pour l'instant, j'en sais rien, parce que je pensais que je faisais partie de ceux qui, quand il arrivait à la draft, pensaient que c'était un mec avec un plancher haut et un plafond très bas. Et pour l'instant, il a déjà éclaté le plafond que j'avais vu en lui, donc j'en sais rien. Là, je vous avoue que j'en ai aucune idée. Moi, je maintiens toujours 2 choses, même si c'est pas vu sur ce match-là. Je maintiens que c'est pas le plus gros balard de la ligue et qu'il aura tendance toujours un peu de facto à suralimenter certaines passes profondes. Je pense que c'est un problème qu'il va chercher à travailler bien évidemment, mais que s'il a un défaut qui ressort, ça pourrait être celui-ci tout au long d'une carrière. Il n'aura jamais le bras de Josh Allen pour être un petit peu caricatural dans mon propos. Personne ne l'a. Pour être caricatural dans mon propos. Voilà. Et puis, bon, il reste toujours un petit peu à travailler son jeu de jambes quand il s'échappe de la poche sur la gauche, même si je le reconnais, ça se voit beaucoup moins que l'année dernière. Mais on sent quand même encore qu'il a un jeu de jambes qui, par moment, lorsqu'il s'échappe de la poche, qui est quelque peu inhabituel et sur lequel il peut encore peut-être un petit peu travailler. Mais pour le reste, je chipote complètement. C'est un quarterback premium que nous avons au sein de notre équipe depuis le début de l'année. Et puis ça reste un jeune joueur. Tout jeune joueur a encore des choses à travailler, et puis même tout joueur jusqu'à la fin de sa carrière a encore des choses à travailler. Donc la question c'est, est-ce qu'il va les travailler? Oui, j'ai pas de doute que le gamin soit un gros bosseur, qu'il ait les dents qui rayent le parquet. Après, il y a travailler et réussir à le maîtriser, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Notamment pour les passes profondes, il va les travailler, est-ce qu'il va réussir à les maîtriser? On verra bien.
Question de Johan Lassous, qu'on salue, puisqu'il est toujours extrêmement présent et nous pose toujours des questions donc, tout au long de nos émissions. Donc, merci beaucoup à toi, Johan. Hello, Kevin, qui n'est pas là, mais Kevin te Mais qui avait posé le poste, c'est pour ça. Voilà. On a vu des articles où, avec la restructuration de gros contrats en interne, on a libéré un gros salary cap. On sait que si la saison continue bien et qu'on sent que la bague sera d'apporter, on peut ajouter un gros transfert pour compléter l'équipe et jouer all-in. J'aimerais savoir quel joueur vous pourriez rajouter personnellement si vous étiez à la place de Lynch et Nico. Un en attaque, un en défense. Merci. J'aime bien ces jeux. J'ai trouvé la question excellente quand je l'ai vue tout à l'heure sur la page Facebook. Alors moi, pour répondre, ça serait un cornerback, bien entendu. Si on doit faire On veut des blazes, Olivier, on veut des blazes. Non de joueurs. Ben, si on fait à faire all-in, on va chercher Patrick Surtain à Denver. Oh putain, arrête parce que là tu vas me provoquer des émotions sous la ceinture là. Moi, ça vous ne les voyez pas, mais quand j'ai dit ce nom-là, les deux, je les ai dit qu'il se passait quelque chose au niveau de leur pantalon. Patrick Surtain, ce serait un rêve. Faut le demander. On a les moyens de le faire ou pas? Si on a les moyens de faire all-in, on prend le gamin et c'est réglé. Je suis pas sûr qu'on ait les moyens parce que pour le coup, lui, c'est le genre de mec qui va coûter très cher en transfert. Les Broncos, ils vont vraiment pas le lâcher. Ouais, mais si on voit une opportunité, si on voit une mini fenêtre qui s'ouvre, on y va. En fait, la question, en effet, c'est je pense que le sens de la question de Johan, c'était vraiment sur le côté court-termiste. Un petit peu comme on avait fait avec, m'échappe, le receveur de Denver. Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders, merci. Un peu dans cette logique-là. Parce que c'est vrai qu'il faut déjà comprendre sur la question de restructuration de contrat, notamment, on a libéré beaucoup de cap space, mais qui va nous coûter cher, par contre, dès la saison suivante. En fait, on a quelque peu reporté le problème, un peu comme fait Loomis à la Nouvelle-Orléans depuis des années. Si on a libéré du cap space à leur H, la réalité, c'est que ça va être impacté et lissé sur les années à venir. Donc, c'est un petit peu c'est un peu en trompe-l'œil par rapport à ça. Donc, ce serait vraiment pour du très, très court terme. Oui, la question d'un cornerback se pose. Patrick Surtain, moi, je n'y crois pas une seule seconde parce que ça nous coûterait très, très cher. Mais s'il fallait chercher un deuxième ou troisième tour, on pourrait aller chercher un cornerback vétéran. Je suis d'accord avec toi pour aller chercher le poste de cornerback numéro 2. Et alors, ouais, ce sera un ancien, ouais. Voilà. Ou alors, si tu veux vraiment un immense délire, je viens d'y penser à l'instant, en fait. Attention. J'ai eu vent de rumeurs comme quoi les négociations en vue d'une prolongation d'un certain T. Higgins aux Bengals se passeraient très mal. Les Bengals qui ont fait le choix de prendre que des playmakers à la draft depuis ces dernières années fait qu'ils auront un très gros problème de cap space à venir parce que les playmakers coûtent cher. Ils ne vont jamais pouvoir tenir un Ja'Marr Chase, un Tyler Boyd avec un quarterback qui coûte une fortune sur le long terme. Est-ce que les Bengals, foutus pour foutus, maintenant que leur saison nous a prouvé qu'ils iront nulle part, ne seraient pas tentés pour récupérer un petit choix de draft en nous traînant T. Higgins? Ce sera un bordel. Voilà. On n'aura jamais on ne pourra pas le prolonger nous non plus de toute façon, mais autant y aller. Bah en fait, moi, je vois ce que tu veux dire, mais déjà, ce serait pas sur le poste où j'irais, évidemment. Oui, mais c'est du délire, je parle de délire. Hein. Et quitte à faire un délire sur un receveur, moi j'ai plus vu de rumeurs très intéressantes autour d'un certain Mike Evans. Non. Qui a déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas à Tampa Bay, qui a un profil très différent de Ayuk et de Debo, et qui a l'air de se placer comme un chasseur de bagues pour la fin de sa carrière. Moi, il est en fin de contrat. Si tu le signes pour finir la saison pour les playoffs, un peu à la manière de ce que tu as dit pour T. Higgins, Mike Evans, franchement, ça pourrait être un délire. Alors, il aura le franchise tag. Donc de toute évidence, il te coûtera au moins un premier ou deuxième tour, et les Buccaneers vont le valoriser comme tel. Alors que T. Higgins, ils ne pourront pas se permettre le tag dessus. C'est toute la différence pour moi. Ah mais là, c'est un cours de saison. Moi, le football fiction d'Eliott me va très bien. Pour moi, en fait, l'idée de prendre un gars comme ça, c'est juste tu le prends le gars, et c'est clair et net que c'est pour 2 mois. Que c'est pour la fin de saison, et que tu vas... En fait, il aurait attaqué le marché des transferts dans tous les cas. Attaque-le en ayant fini la saison sur une bague. Ouais, mais qu'est-ce qui va nous coûter, quoi? Après, en plus de ça, bon, après, c'est un vétéran. Moi, je suis pas sûr qu'il coûte si cher. Hein. C'est un vétéran qui, dans tous les cas, ne prolongera pas. Donc, ouais, eux, ils vont pas. Évidemment.
Ils vont évidemment pas le brader, ça c'est sûr. Mais je les vois pas demander un premier ou un deuxième tour. Il a pas cette valeur. La grande différence pour moi, c'est que les Bengals sont en train de perdre leur course au playoff quand les Buccaneers sont complètement dans la course dans la NFC Sud. Because Baker Mayfield, baby. Et ils n'ont aucun intérêt à le trader. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était notre position. Donc, par rapport à ça, je t'avoue que je n'ai pas travaillé la question plus que ça. Donc, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont m'arriver après l'émission. Mais T. Higgins, je l'ai vu comme un fantasme. J'avais vu des rumeurs à un moment donné avant la saison, des rumeurs Brian Burns. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Oui, qui joue au Sud de Carolina. Exactement. Oui, ça aussi. Qui est Ça également dans la même classe et qui est en fin de contrat. C'est pour ça. Après, j'ai regardé les fins de contrat des cornerbacks. Là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Parce que en fait, les seuls mecs qui a à se mettre sous la dent sont des mecs qui jouent dans des équipes qui sont en route pour les playoffs, notamment Stephen Gilmore. Ouais, non, mais je pense qu'en effet, il faut Qui pas sera un regarder sur gros délire, Stephen Gilmore à San Francisco, hein, je suis d'accord, mais Dallas le lâchera jamais par contre. Non, ils ne le lâcheront pas. Mais au-delà de ça, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai regardé également aussi les fins de contrat au cornerback et comme toi, j'ai eu la même analyse. Moi, je vois plutôt une équipe en difficulté sur le cap space, non en course pour les playoffs, qui voudrait éventuellement de manière proactive se libérer du cap pour l'année à venir. Moi, c'est plus dans cette optique-là que je vois, mais je n'ai pas travaillé la question plus que ça. Bah, j'ai regardé, il n'y a pas grand monde. Si la hype université se prolongeait en NFL, j'aurais dit Jeff Okuda, mais en NFL, ça marche pas. Sinon, il y a Emmanuel Mosley, dont on est tous fans, mais qui va jouer les playoffs avec Détroit vraisemblablement. Donc voilà. On est à 4 matchs, les gars, donc on va s'étendre. On a vu des saisons se faire et se défaire. Donc on va pas s'affoler si on va faire les playoffs, Détroit va faire les playoffs ou pas. Non, Détroit, on verra bien. Après, contrairement à ce que rêvait Gonzague, quand on va jouer la finale de conf contre les Buccaneers de Baker Mayfield, ça va être un délire. Imagine ça arrive, ça te ferait tellement de mal. Ah non, mais attends, non, par contre, là où tu marques un point, et là je te rejoins complètement, c'est la NFC marche Sud. bien. Si tu enlèves les Eagles et les 49ers, c'est tellement homogène Il y a de la place. que je vois complètement le scénario d'une équipe complètement surprise et inattendue en finale de conf. Un peu à la manière des Titans il y a quelques années. Je sais plus quel En AFC. Exactement. Je sais plus quel insiders avait balancé qui voyait les Saints de la Nouvelle-Orléans en finale de conf. Alors beaucoup de gens se sont moqués de lui. Ce sera probablement pas les Saints de la Nouvelle-Orléans, je suis d'accord. Mais l'idée derrière ça était loin d'être bête. Ouais, non, il y a quelques équipes qui, je trouve, qui font un début de saison intéressant dans la NFC. Il y a les Bucks, on l'a dit. Il y a les Lions. Moi, je trouve pas inintéressant le début de saison des Seahawks, clairement. Je trouve que les Commanders, ils apportent quelque chose aussi. Évidemment, les Cowboys, mais les Cowboys, ce serait pas une surprise, ni les Lions, visiblement. Mais je trouve que il y a de la place pour que ça parte complètement en couille, les playoffs de la NFC cette année. Complètement d'accord. Et qu'est-ce que ça va être bien si nous, on passe à travers les gouttes et que ça part en couille à côté pour les fans purement de NFL, quel spectacle. Complètement. Question suivante donc de Ludovic Metek, on salue, donc nos auditeurs réguliers. Quel joueur vous fait la meilleure impression défensivement en ce début de saison? Pour moi, c'est Greenlaw, par son agressivité et sa capacité, comme on l'a vu face aux Cards, à limiter la course et en relâchant les adversaires avant d'être sanctionné d'un flag. Donc, quel joueur vous fait la meilleure impression défensivement en ce début de saison, les amis? Moi, c'est beau ça pour toi, Louis. Moi, je vais rester sur la même impression que le groupe. Je vais rester sur Dédé Greenlaw qui fait vraiment un super début de saison. Il est au niveau attendu et au niveau attendu de là, c'est un très très bon joueur. On t'entend super mal, Olivier. Ah bon? Ouais. Là, on a entendu un mot sur 3, il y a eu un petit bug, je pense. Et là, vous m'entendez mieux? Ah bah, beaucoup mieux, ouais. J'ai rien touché. T'as vachi, c'est pour ça. Là, c'est mieux? Ouais, c'est ça mieux. va? Ouais, donc je reprends. Ouais, donc pour moi, le joueur défensif qui fait la meilleure saison, la meilleure impression pour moi, c'est Dédé Greenlaw, parce que je trouve qu'il est au même niveau que l'année dernière. Et lui, il est resté sur un niveau plus que constant. Je trouve qu'il a gardé son intensité, il fait moins de bêtises, même s'il en fait toujours un peu. Et c'est un joueur sur qui on peut compter match après match. Pour l'instant, il n'a pas eu de match sans, et défensivement, il est toujours au top. Moi, le joueur que je trouve le plus impressionnant, j'en avais beaucoup d'attentes et j'ai pas été déçu, c'est Javon Hargrave. Je le trouve absolument létal. Cette capacité qu'il a à pass rusher
alors qu'il est à l'intérieur de la ligne. Je trouve que c'était vraiment quelque chose qui nous manquait absolument. Et il apporte ça. Je trouve que sa signature en free agency, ça a été un home run pour l'instant. 3 sacs déjà à son 3 actif. sacs, ouais. Pour un defensive tackle, c'est énorme. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je pense que le terme exact que tu cherchais, c'est perforé, quoi. Hyper fort. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'hésite entre. Alors, l'un, je vais pas être très objectif tellement j'en suis fan et j'ai envie de dire, je pourrais répondre le même joueur chaque année. C'est Fred Warner, évidemment. Moi, j'aime la continuité. J'aime quand tu es homogène dans la perfection et Fred Warner, c'est l'homogénéité dans la perfection. Même si je suis tenté quand même parce que Special Team Are People 2 de parler de Wisniewski quand même. C'est pas on était sur la défense là, non? Oui, le punter, c'est pas la défense? Si, punter, c'est la défense, t'as raison. Kicker, c'est l'attaque, punter, c'est la défense. Ouais, donc moi, j'ai envie de parler de nos chers amis punters parce que ce sont des êtres humains comme tout le monde qui payent leurs impôts comme tout le monde et que voilà, j'ai envie de parler de Wisniewski parce que je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout. et puis amen sur Wisniewski, clairement. Question d'un certain Olivier Chénaud, le pire de nos auditeurs, évidemment. J'avais pas vu que tu avais posé une question. Question du petit Gonzague Lescope. Est-ce que Kevin peut être moins rabat-joie? Alors, cher auditeur, évidemment. Il n'est pas là pour y répondre. Et voilà, exactement, c'est pour ça qu'on va s'acharner, évidemment. On est des gens comme ça. Non, en fait, sachez que si vous souhaitez un peu mieux nous connaître, on a un groupe qui fonctionne très bien, on communique énormément entre nous, on est même devenus amis, et pourtant on est issus d'univers, de milieux et même de régions complètement différentes. Et d'âges différents également, et ça marche quand même très bien. Exactement. Elliot a dit par exemple que ce soir il allait animer un EHPAD parce que. Je suis avec les deux anciens du podcast, même si Gonzague et Kevin ont quasiment le même âge. Voilà, mais Olivier et moi, nous deux, nous sommes quasiment centenaires, donc voilà. Donc la réalité, c'est que non, on passe de très bons moments et même. Peut-être que nous aurons un jour l'occasion de nous voir en vrai. L'occasion ne s'est pas encore présentée, mais peut-être que l'occasion se fera. À part Loïc et moi, on s'est déjà vus. Exactement. Mais c'est vrai qu'on est issus de régions complètement différentes. Moi, je parle en toute transparence. Voilà, moi, je vis en région bordelaise. Olivier, son accent vous dira clairement d'où il est. Elliot est un citoyen du monde, même s'il aime le FC Nantes. Même si je suis un citoyen nantais quand même. Voilà, voilà, exactement, il aime les Canaries. Mais c'est un mec bien quand même, hein, mesdames, je vous rassure. Donc voilà, et donc Kevin et moi, on aime bien se titiller un peu parce que moi, par nature, j'aime bien titiller tout fan de Kaepernick. Et vu qu'il sait que j'aime Alex Smith et Jimmy Garoppolo, il n'aura jamais une occasion de me tailler également. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais posé cette question. Et question également d'un auditeur absolument horripilant, Kevin Renaudet. Faut-il signer Randy Gregory? Non. En aucun cas. En aucun cas. On a un effectif qui a l'air très harmonieux, qui fonctionne très bien. Randy Gregory, c'est les problèmes. Exactement, tu as tout résumé. On n'a pas besoin de se créer des problèmes dans une équipe qui est cohérente et qui n'a pas de problème extrasportif pour l'instant. Donc, gardez vos merdes pour vous. Et puis pour le coup, on parlait sur le petit jeu d'avant de potentiellement signer des mecs en plus. On parlait de Brian Burns, etc. J'ai pas l'impression que Randy Gregory ajouterait quelque chose en plus qu'on a avec Derrick Jackson et Clelin Ferrell. Ça serait inutile. Ah bah, strictement rien, surtout que pour moi, c'est un profil beaucoup trop proche de Derrick Jackson. C'est beaucoup trop proche. Et donc, quitte à avoir un mec de ce profil-là, autant avoir un mec plus jeune, plus prometteur et beaucoup moins emmerdeur. Oui, mais voilà, il n'y a pas le début d'un débat pour moi. Même et puis le problème de Randy Gregory, c'est que je le vois jouer nulle part. Il aime tellement la bœuf qu'il peut jouer que dans le Colorado. Ouais, il va mal finir et on le sait tous. C'est une question de temps. Donc, en plus, pour ceux qui suivent le foot universitaire, ce joueur est une telle déception par rapport à ce qu'il nous a montré à l'université. Moi, des talents gâchés comme ça, je ne veux plus en entendre parler. Qu'il aille terminer sa carrière dans une autre ligue et qu'il arrête de nous salir notre sport par un comportement pourri. Voilà, moi, j'en veux pas. Pour gratuit, même, j'en veux pas. Voilà, c'est tout. Très bien résumé. Salut, c'est le Elliot de 2 jours après qui faisait le montage. Du coup, cette question n'a plus vraiment de sens puisque finalement, on a signé Randy Gregory. Donc voilà, donc si vous voulez voir notre avis sur Randy Gregory et sur la signature, elle est là. Le mien est moins fixe, je pense que toujours c'est les problèmes, mais en même temps on va quasiment pas le payer, donc
pour le coup, c'est un risque qui peut se poser. L'avis de Gonzague est absolument toujours le même. Sa réaction a été absolument incroyable puisqu'il est absolument dégoûté par cette signature. Et Kevin, lui, a réagi de manière très positive puisqu'il est extrêmement enthousiaste. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que nous avons fait le tour des questions de nos chers amis auditeurs. J'en profite également pour ceux qui n'ont pas l'habitude de poser des questions. N'hésitez pas, on ne mord pas. Et au contraire, on trouve que la diversité des questions est toujours ultra intéressante. Et on vous remercie vraiment tous pour la qualité de C'est clair. celle-ci parce que on sent vraiment que derrière ces questions se cachent vraiment de vrais fans qui se soucient vraiment de la technique. Et on est vraiment très très content d'avoir l'occasion d'y répondre modestement, mais d'y répondre quand même. Amen. Putain, c'est l'épisode des émotions, là, Gonzague. J'aime Vas-y. bien. Parce qu'il il est très 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 fort. Ah, franchement, putain, je vais peut-être lui laisser le lead sur certains épisodes. Là, il va nous emmener dans des endroits. C'est pas une campagne électorale, je sais pas. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à clôturer l'émission. Gonzague 2027. Merci en tout cas de Ouais. nous avoir écoutés. Je reconnais certains qui voteraient pas pour moi, donc. Bref, merci en tout cas de nous avoir écoutés pour ce 48e épisode du Faithful Podcast. Donc rendez-vous du coup dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin pour ceux qui pourront, sinon ça sera évidemment je pense en replay pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Donc pour ce match au Levi's Stadium contre les Cowboys, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ce sera l'épisode 49, un chiffre dont on est tous assez proches. Et on espère que du coup l'épisode 49 ce sera pour débriefer une victoire et évidemment parler de notre match ensuite contre les Browns. Merci les gars de m'avoir accompagné et puis Go Niners. Go Niners, c'est donc avoir l'émission 49 pour débriefer des Cowboys, c'est inespéré en fait. Go Niners. C'est inespéré mais espérons débriefer une victoire quand même. Ce sera Allez. une victoire. Allez, ciao tout le monde. Come